Alors, la situation des mineurs non accompagnés, c'est une situation qui est particulièrement vive en termes politiques, et donc ça donne l'impression que c'est nouveau, mais en réalité c'est pas si nouveau que ça. Les migrations juvéniles, il y en a eu, j'ai envie de dire presque de tout temps, et il y a eu différents moments de mise en visibilité, de politisation de ces migrations-là sous différents angles. On peut se souvenir par exemple des petits Roumains des années 90-2000 qui étaient à une politisation sous un angle sécuritaire d'enfants des rues accusés de délinquance, etc. Et ça a été un moment particulier qui a été pour lequel on a inventé une catégorie qui était non pas celle de mineurs non accompagnés, mais plutôt de mineurs isolés ou errants, en mettant l'accent sur le fait qu'ils n'étaient pas surveillés par leurs parents, ou que leurs parents n'étaient pas immédiatement à portée de main. Et là, on a une situation qui est assez différente, où c'est plutôt des jeunes d'Afrique de l'Ouest et qui arrivent jeunes. Bon, c'est pas forcément exactement leur âge, et qui viennent solliciter. C'est eux qui viennent solliciter les services de l'aide sociale à l'enfance, les services de la protection de l'enfance, pour demander une protection et demander une intégration dans un service social qui leur apporte à la fois un hébergement, un accès à l'école, à la formation et un avenir en fait en France. Cette situation-là, elle est du coup cette nouvelle configuration à la fois de migration et institutionnelle, elle a pris forme et pris de l'importance surtout depuis 2015, avec une arrivée plus importante en Europe venant d'Afrique, par des migrations par la Méditerranée, et avec une présence plus importante dans les métropoles. Alors ça a toujours été comme ça, mais c'est vrai que de ce fait, la présence de ces jeunes est particulièrement importante et visible à Paris, à Lyon, à Marseille, Nantes, voilà, dans des grandes villes, dans lesquelles, des grandes villes qui sont attractives par leur réputation, on va dire, le fait que on les connaît à l'étranger, on peut les connaître à l'étranger, et aussi dans lesquelles les jeunes peuvent trouver des services sociaux et des solidarités citoyennes lorsqu'ils ne sont pas accueillis, parce qu'en fait un grand nombre d'entre eux ne sont pas accueillis. Je m'appelle Michel Agier, je suis anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directeur de recherche émérite à l'Institut de recherche pour le développement. J'ai mené des recherches en Afrique et en Amérique latine pendant de très nombreuses années, et pour arriver finalement à des travaux individuels et collectifs sur la question des réfugiés, des déplacements de population, des migrants et de l'accueil des migrants, surtout depuis 2015. Alors je crois que la question de l'hospitalité est venue, ou elle est revenue dans la société à l'occasion de ce qu'on a appelé la crise migratoire, qui est en fait plutôt une crise de l'accueil, qui s'est révélée dans les années, à partir de 2015, qui était plus ancienne, je pense. La fin des années 90, on a vu les États mettre en place différentes procédures de contrôle et de containment des migrants qui prétendaient ou dont on prévoyait qu'ils arriveraient en Europe. Donc ça a été quelque chose qui s'est mis en place, je pense, avec la sortie de la guerre froide, avec la création de l'Europe, etc. Et puis 2015, et puis tout ce qui s'est passé autour avec ces rejets de migrants et cette violence qui a été manifeste à l'égard des gens qui arrivaient en Europe, il y a eu un mouvement dans la société où on a commencé à reparler d'hospitalité. Donc moi, mon travail a consisté à dire, finalement, c'est une idée très ancienne et du point de vue de l'anthropologie, c'est une idée fondamentale du fonctionnement des sociétés. Comment on accueille l'autre chez soi ou dans sa communauté. Et c'est quelque chose qui, vu l'état de notre société, s'est généralisé. Et donc on a posé des questions très générales sur l'hospitalité universelle, l'hospitalité politique ou l'hospitalité communale, qui moi me semble être une des issues les plus intéressantes quand on parle de l'hospitalité, c'est-à-dire de penser cette hospitalité à un certain niveau collectif
celui de la commune, celui de l'association, celui des relations qui intègrent les individus sans forcément atteindre le niveau national qui est toujours un niveau difficile pour penser l'hospitalité. Je m'appelle Emmanuel Jovelin, je suis professeur des universités et titulaire de la chaire du travail social et de l'intervention sociale au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Je travaille sur les MENA depuis, je pense, une bonne quinzaine d'années. C'est-à-dire que j'avais à l'époque un projet de recherche sur la trajectoire des MENA. Et d'abord, il y a une évolution par rapport à ces gènes donc, qui sont arrivés en France, notamment à Lille. J'avais une enquête sur 67 mineurs. Donc j'ai fait un travail sur les trajectoires des MNA, sur 67 mineurs étrangers non accompagnés à l'époque. C'était pour comprendre un peu les raisons de leur arrivée en France, la trajectoire migratoire et tout. Moi, je pense que les MNA sont les naufragés de la mondialisation aujourd'hui. C'est-à-dire que, au-delà de tout ce qu'on peut dire, on ne peut pas dire que les parents sont devenus d'un seul coup des fous, hein, ou des mères qui sont folles aujourd'hui pour dire à leurs enfants allez en France et tout ça, parce que, ou je ne sais pas, en Belgique. On voit bien que finalement, c'est-à-dire que ce qui pousse les gens à partir, que ce soit les adultes ou les mineurs, c'est toujours cette soif de reconnaissance. C'est ça. Et tout simplement parce que c'est pour vivre qu'ils viennent. Sinon, il n'y aurait pas de raison. Et ce que moi j'ai envie de dire, c'est-à-dire que nous avons des enfants qui sont aussi acteurs, ces jeunes-là, sont acteurs de leur vie, parce que pour se déplacer, pour venir et chercher la vie ailleurs, c'est terrible. Émilie Duvivier, je suis directrice de la recherche à Eslil, maître de conférence. Donc Eslil, c'est une école de l'Université catholique de Lille qui s'intéresse à plusieurs choses et notamment aux questions de travail social. Et donc j'ai été amenée à... Ça fait quand même un petit moment que j'ai réfléchi à ces questions liées au parcours des mineurs non accompagnés. Au fur et à mesure, il y a eu un déplacement d'enjeux et ça a été l'enjeu de la reconnaissance de la minorité. Cette question-là, elle se posait pas finalement au départ, parce que les jeunes arrivaient, ils étaient accompagnés, accueillis. Elle se posait pas, ou en tout cas, voilà, elle se posait vraiment en d'autres termes, et c'était un sujet beaucoup moins brûlant pour eux. Et donc là, ça prend beaucoup de place. C'est être reconnu mineur. Donc ça, c'est vraiment un élément central. Autre élément aussi qui a été frappant. Je parlais tout à l'heure de mon travail de terrain. On n'avait pas d'enfants dans les rues. On n'avait pas d'adolescents dans les rues, ou en tout cas de manière extrêmement moins visible. Donc là, on a des mineurs, mineurs non accompagnés, en effet, non reconnus mineurs, ou dans l'attente aussi d'une prise en charge, qui vivent dans la rue, qui vivent dans les camps, qui sont aussi de ce fait accompagnés, et ça encore autre changement important, qui sont accompagnés par d'autres associations. Donc pendant toute, on va dire, au démarrage de l'institutionnalisation de la catégorie, voilà, le mineur isolé, étranger, devenu après mineur non accompagné, mais était accompagné donc dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Et là où de plus en plus, voilà, de nouveaux partenaires aussi émergent avec des associations qui tentent de trouver aussi des maisons pour pouvoir accueillir les jeunes qui sont en attente de reconnaissance, qui ont été déboutés. Et là, c'est vraiment un changement pour moi qui est significatif. Donc, je disais tout à l'heure, ils sont jeunes, mais on ne sait pas forcément quel âge ils ont. C'est aussi la particularité problématique pour les institutions. En tout cas, c'est les institutions de l'aide sociale à l'enfance accueillent des enfants et donc elles trient en fonction de l'âge. L'âge est difficile à établir et les formellement évalué dans un dispositif qui s'est progressivement spécialisé, un dispositif d'évaluation de la minorité. Quand on n'a pas de document d'identité, quand on n'utilise plus non plus des tests osseux qui ont été très critiqués par les médecins, les moyens d'identifier l'âge sont assez complexes et contestables par des entretiens socio-éducatifs. Et le fait est que les 3/4 d'entre eux, des jeunes qui se présentent, ne sont pas reconnus mineurs.
Et à ce moment-là, ils tombent dans une zone grise du droit, qui sont, puisque ceux qui continuent à se déclarer mineurs ne sont pas considérés comme majeurs, mais ils ne sont pas non plus pris en charge comme mineurs. Et c'est là que se forme une autre population qui est devenue beaucoup plus visible et importante ces dernières années, qui est celle des mijeurs, de ceux qui sont ni mineurs ni majeurs, dans cette entre-deux, dans cette zone grise du droit, et qui ne sont pas éligibles au dispositif de l'hébergement d'urgence, qui ne sont pas retenus dans les dispositifs de la protection de l'enfance, et qui donc se trouvent dans une situation de grande détresse, et pour lesquels se mobilisent des collectifs citoyens, des associations, qui essayent de leur apporter un minimum de secours, soit par de l'hébergement citoyen, de l'aide alimentaire, et on a aussi une augmentation du nombre de jeunes qui se trouvent dans une très très grande précarité d'hébergement, dans des campements, dans des squats, etc. Ce qui participe aussi à la mise en visibilité de ce problème-là des jeunes en recours, puisqu'ils sont en attente d'une décision, donc ils n'ont pas eu de décision d'admission à l'aide sociale à l'enfance par les services administratifs, et ils font recours auprès du juge des enfants, et ils sont en attente d'une décision du juge des enfants. Donc je suis Florian Berthaud, je travaille pour l'association LEMA, et je coordonne un dispositif d'hébergement d'urgence pour des jeunes en recours pour faire reconnaître leur minorité. À Lyon. Donc, il y a 2 dispositifs d'hébergement d'urgence qui s'appellent les stations. Il y a une première station qui accueille 52 jeunes et qui date de 2020, donc il y a maintenant 5 ans. Et une deuxième station Milan, qui a ouvert en 2022 et qui accueille 50 jeunes. Ces jeunes sont en recours pour faire reconnaître leur minorité, c'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent à la station, on sait qu'il y aura une issue à leur séjour qui sera soit la reconnaissance de minorité par un juge des enfants, qui leur ouvrira les portes de la protection de l'enfance, soit une non-reconnaissance de minorité par le juge des enfants, et on travaillera avec eux à l'accompagnement vers la suite pour eux, mais sans solution pérenne. Jusqu'à présent, 650 jeunes qui ont été accueillis dans nos dispositifs en 5 ans. Les jeunes sont en moyenne chez nous 9 mois, parfois un peu moins, parfois un petit peu plus en fonction des délais de recours. Et jusqu'à présent, on a un taux de reconnaissance de minorité de 80%. Donc, c'est-à-dire que 80% des jeunes qui arrivent dans notre dispositif d'hébergement d'urgence ont une issue de reconnaissance et donc de prise en charge par les services d'aide sociale à l'enfance. Ouais, le collectif il s'est constitué en fait sur le terrain autour d'un squat. C'est-à-dire qu'il y a eu l'ouverture d'un squat qui s'est faite dans un collège désaffecté pour héberger des mineurs isolés d'abord. Et puis rapidement, il y a eu aussi beaucoup de demandeurs d'asile, mais bon, il y avait aussi il y avait une 50aine de mineurs isolés. Et puis le collectif s'est constitué sur ce squat pour organiser la vie du lieu, militer pour les mineurs isolés, aussi pour les demandeurs d'asile, et puis aussi pour les sans-papiers ensuite. À la sortie de l'expérience du premier gros squat autour duquel le collectif s'est constitué, le collectif s'est surtout centré sur la question des mineurs non accompagnés en recours, c'est-à-dire des jeunes qui arrivent sur le territoire seuls et qui se revendiquent mineurs. Ils sont évalués par les départements, donc en l'occurrence à Lyon par la métropole, donc voilà, évaluer, l'évaluation doit déterminer à la fois leur minorité et leur isolement. On reviendra peut-être sur cette question. Et en fait, une majorité des jeunes qui arrivent et qui sont évalués par la métropole sont considérés non mineurs, considèrent qu'on ne peut pas confirmer leur minorité, et ils ont le droit de faire un recours devant le juge des enfants. Mais sur cette période du recours, ils sont absolument pas pris en charge par les institutions, les autorités. Et c'est autour de ce besoin-là, essentiellement, qu'agit le collectif pour
réclamer la présomption de minorité, c'est-à-dire le fait que ces jeunes soient considérés mineurs jusqu'au passage devant le juge et jusqu'à ce que le juge se prononce dans l'intérêt supérieur de l'enfant, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'ils soient protégés, mis à l'abri, nourris et accompagnés dans leur démarche de recours, parce que le problème aussi c'est que c'est un droit, d'accord, mais pour que ce droit soit effectif, il faut bien qu'il y ait des personnes qui accompagnent ces jeunes, qui sont complètement démunis sinon. Et puis après, toute la question de la mise à l'abri. Donc ça peut-être que tu peux développer un peu en ouvrant des squats, en accompagnant des squats. Oui, comme j'ai dit, historiquement, le collectif il s'est constitué dans un squat. L'idée, c'est du squat, c'est d'une part donner un abri aux gens qui n'en ont pas. Et puis aussi, c'était un squat dans un collège. C'est aussi l'idée d'occuper des bâtiments publics. Le premier, c'était parfait parce que c'était un collège, donc un bâtiment qui appartient à la métropole de Lyon, qui est en charge de la protection de l'enfance. Donc c'est à la fois donner un abri et un moyen de visibiliser ces jeunes, leur situation, le fait que leurs droits sont bafoués, et interpeller les institutions pour qu'ils les prennent en charge. Et du coup, ce squat, il a fini par fermer à la fin de l'année Covid 2020 là. Et ensuite, on a rouvert 4 ou 5 squats où là, il y avait que des mineurs isolés. Avec toujours la même idée, à la fois de donner un abri et puis d'en faire un levier politique pour visibiliser la situation et interpeller les institutions. Alors, je m'appelle Dominique Rank-Bartnig, je m'occupe de l'accueil des mineurs isolés au Secours populaire. Cet accueil existe depuis 2018, ici au Secours populaire, un accueil inconditionnel, tous les jours, 365 jours par an. Alors dans cet accueil, nous essayons d'aider les jeunes qui sont à la rue à trouver ce qu'il leur faut pour survivre pendant tout le temps de leur recours, autant au niveau alimentaire que vestimentaire, de les aider pour se remettre à niveau au niveau scolaire, de les aider au niveau médical, de les aider au niveau administratif, juridique, bref, tout ce qui leur sera nécessaire effectivement pendant le temps de leur recours. Ce taux de reconnaissance de minorité est stable depuis 5 ans. On ne sait pas comment il est amené à évoluer. D'un territoire à l'autre, il peut être différent en fonction des différents parquets et des juges qui interviennent sur tel ou tel territoire. Aujourd'hui, il est tel que les jeunes sont, lorsqu'ils ont été évalués non mineurs par le département, ont ensuite, pour la majorité, une reconnaissance de minorité. Et c'est dans cet intervalle, jusqu'à la reconnaissance, que notre dispositif de mise à l'abri intervient pour accompagner ces jeunes dans les meilleures conditions jusqu'à ce moment-là. Et c'est là où on va les accompagner sur différents volets, à la fois la mise à l'abri dans le dispositif, mais aussi l'accompagnement vers le parcours de scolarité, vers le parcours médical, on va dire, en leur donnant accès aux soins en cas de besoin, et puis les préparer à la suite. Quelle que soit la suite, notre rôle, c'est vraiment de travailler à eux l'avenir, leur donner, les aider à récupérer des clés pour mieux s'intégrer ensuite dans la réalité qui est la réalité française aujourd'hui. Alors moi je suis Nicole Smolski, je suis médecin à la retraite depuis 5 ans. Je suis investie auprès des migrants depuis qu'on est parti à la retraite, d'abord dans un squat de majeurs où ils étaient 450, et puis de fil en aiguille investie auprès des mineurs non accompagnés, non reconnus sur Lyon, au niveau de la santé maintenant. Alors, on a commencé en 2018, on était installés dans ce squat pour aider comme des militants de base, des voisins, des gens qui voulaient s'investir à titre d'humanité, d'accueil, de bienveillance. Et là-dessus est arrivé le Covid et on s'est retrouvé avec 400 gars enfermés dans un lieu
et tout le monde paumé. De toute manière, c'était les grands oubliés de Lyon, personne s'occupait d'eux. Donc c'est là on a levé la main en disant qu'on pouvait aider un petit peu avec nos connaissances, même si on n'était ni infectiologue ni épidémiologiste, mais enfin on avait quelques notions. Donc on s'est investi dans ce squat pour aider à la gestion du Covid. Et on a du coup été identifié à la fois par les migrants et à la fois par des institutions qui étaient bien contents d'avoir 2 médecins qui s'occupaient de ces gars là-haut, comme des médecins bénévoles qui étaient prêts à bosser, puis qui n'étaient pas trop tartignoles. Voilà. Donc voilà. Donc après, on était dans le collectif Soutien Migrants Croix-Rousse qui s'est mis à s'investir plus auprès des mineurs. Et donc, on s'est mis à s'occuper un peu plus des mineurs. Donc là, on est devenu un peu des lanceurs d'alerte au niveau de Lyon, au niveau de l'Agence régionale de santé, au niveau de la ville, de la métropole, pour dire attention, il y a 200, 300 gamins qui sont sur Lyon, qui n'ont aucune prise en charge de la santé. Ils sont dans cette période ni majeure, ni mineure et sans couverture santé, mais avec des gros problèmes de santé. Donc, on a soulevé des alertes. En attendant, on allait nous dans les squats. Donc des fois, on y allait à 6 heures du matin pour faire des bilans santé de fond. Les soutiens nous appelaient régulièrement. On essayait de structurer, mais c'était instructurable parce que dans le squat, c'est très compliqué de voir les gens. Il y a du bruit, il y a l'électricité qui saute. On était avec les téléphones portables pour voir les gens. Enfin, on faisait vraiment pas du bon travail. Même si on a fait des choses compliquées et dures, mais enfin, c'était quand même très compliqué pour nous, très démotivant. On était appelés pour tout son contraire, sans aucune hiérarchisation du degré d'urgence. Donc finalement, un jour, l'ARS nous a dit, mais puisque il y a le secours populaire qui fonctionne très bien et qui est identifié par les jeunes comme un lieu, pourquoi est-ce que vous ne monteriez pas une consultation au secours populaire ? Donc l'idée nous a paru géniale, donc on en a parlé ici au Secours populaire, l'ARS a impulsé cette consultation et donc on s'est organisé. Donc au début il y avait toutes les institutions qui étaient là avec les salariés, etc. Et puis finalement on s'est retrouvé que les bénévoles habituels et on a monté cette journée santé. Donc grâce au Secours populaire, on travaille un jour par mois où on voit tous les nouveaux arrivants. Donc ça va de 50 à 80 personnes par jour. Au début, on était 2 médecins, maintenant on est 5 médecins. Et donc, on essaye de faire de la santé publique, c'est-à-dire de dépister parmi tous ces jeunes lesquels vont très bien et n'ont pas besoin de nous, et lesquels vont moyennement bien ou pas bien du tout et qu'il faut prendre en charge. Il y a 2 évolutions importantes concernant les mineurs non accompagnés. Il y a une évolution qui concerne la migration elle-même et le type de migration. Le fait que c'est une migration adolescente, pour ce qui est de la France, principalement d'Afrique de l'Ouest, et principalement masculine. Même si au cours des derniers mois, on a vu une augmentation des filles, mais elles restent très, très minoritaires, en raison notamment des voies de passage, puisque ce sont des voies de passage très dangereuses par le Sahara, par la Méditerranée. Il y a eu d'autres époques en France, notamment il y a une vingtaine d'années, où le ratio filles-garçons était beaucoup plus équilibré, mais notamment parce que c'était beaucoup d'émigrations qui arrivaient par voie aérienne et finalement les jeunes filles partaient davantage par voie aérienne que actuellement par ces voies terrestres et maritimes très dangereuses. Donc il y a une évolution par le type de migration, et il y a une évolution aussi qui est importante par les dispositifs eux-mêmes de prise en charge, qui sont donc des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance qui dépendent des départements et qui progressivement, au fil des années 2010, c'est à cette période-là que ça a commencé à bouger et l'évolution s'est accélérée, s'est renforcée après 2015, qui a été un moment d'arrivée importante, plus importante qu'auparavant en Europe de personnes en migration. Et donc ces dispositifs se sont spécialisés, c'est-à-dire que l'aide sociale à l'enfance, quelque part, au lieu d'accueillir les mineurs non accompagnés parmi les autres enfants de l'aide sociale à l'enfance, a développé des dispositifs et des formes spécialisées de l'accueil
pour répondre à certains besoins, notamment par exemple le besoin d'évaluation, puisque un enfant qui est confié par un signalement à l'école parce que il a grandi en France et qu'il a des problèmes dans sa famille, etc., on n'a pas de difficulté à connaître son état civil, on n'a pas véritablement de besoin d'évaluation, on va dire, de la minorité, il y a un besoin d'évaluation socio-éducative autre, donc développer un dispositif spécifique pour l'évaluation, et aussi pour ces jeunes, ils arrivent, comme je l'ai dit, plutôt à l'âge adolescent, donc assez proche de la majorité, et d'un enjeu assez proche aussi d'accès à l'autonomie, au marché du travail, et donc aussi au titre de séjour. Et donc un besoin pour les travailleurs sociaux d'être en capacité de répondre à ces enjeux-là. D'où une spécialisation aussi sur l'accompagnement, en disant ben voilà, ces mineurs non accompagnés, ils ont des besoins particuliers que les services de l'aide sociale à l'enfance ne sont pas habitués à assurer, et donc il y a eu dans les différents départements des appels à projets pour que des associations qui ont des compétences, notamment dans le domaine de l'asile, aussi dans le domaine de l'insertion professionnelle, proposent des services d'accompagnement pour ces publics, ce qui amène finalement à spécialiser une branche de l'aide sociale à l'enfance pour les jeunes en migration. Et ce qui fait de l'aide sociale à l'enfance aussi, quelque part, un des acteurs de la migration en France. C'est pas prévu comme ça dans le droit, puisque le droit prévoit que, au contraire, en dessous de 18 ans, on ne fait pas du tout de différence entre les enfants. Mais en pratique, à la fois parce qu'il y a des besoins et parce que ça permet aussi de répondre à ces besoins dans des standards peut-être aussi moins coûteux que ceux de l'aide sociale à l'enfance ordinaire, ce sont des dispositifs spécifiques qui se sont développés. Je m'appelle Pauline, je suis éducatrice diplômée depuis 2017 et j'ai fait l'entièreté de ma carrière avec les jeunes MNA. J'ai commencé dans le département de la Meurthe-et-Moselle sur à la base un service d'urgence et ensuite sur l'ouverture du premier foyer d'accueil MNA du département. Et ensuite, j'ai rejoint Lyon en 2020 où j'ai été éducatrice sur des appartements en diffus. Et puis, depuis 2023, j'ai rejoint un foyer MNA qui accueille 20 jeunes. J'ai vu l'évolution des conditions d'accueil déjà en fonction des départements dans lesquels j'ai travaillé, des 2 départements dans lesquels j'ai travaillé, des différences de nombre de jeunes, de nombre d'arrivées, qui changent aussi la façon d'accueillir ce public. J'ai vu, pas plusieurs lieux, mais plusieurs employeurs et associations qui font que soit on met les moyens sur des équipes, mais on en oublie les jeunes, soit on met les moyens sur les jeunes et on oublie les équipes, ce qui fait que dans tous les cas, ça finit par craquer d'un côté ou de l'autre. Ce qui fait que les équipes ont des turnovers assez importants, des déséquilibres assez importants, et on se retrouve régulièrement avec des équipes bien que motivées, pas formées, ce qui est pas efficient pour les jeunes qu'on accueille. Alors ces jeunes, donc c'est des jeunes, 9 fois sur 10 c'est des garçons, 1 fois sur 10 c'est des filles, encore que le nombre de filles est en augmentation à Lyon, mais sur la France entière. Là, on vient de lire les rapports, voilà. C'est des jeunes qui arrivent, qui ne comprennent rien à ce qui se passe quand ils sont primo-arrivants, qui comprennent pas les codes, qui savent pas, qui se font une idée de la France merveilleuse et qui se retrouvent à dormir sous la tente, qui sont refusés dans leur minorité, donc qui vivent ça comme une agression suprême, qui comprennent pas. Déjà parce que en Afrique, c'est des Africains qu'on voit le plus souvent. En Afrique, la notion d'âge n'est pas la même que chez nous. Donc, du coup, ils comprennent pas qu'on leur demande des papiers, des machins, alors que chez eux, c'est pas comme ça. Donc, il faut qu'ils apprennent un petit peu les codes de l'administration française. Et quand nous, on les voit, ils sont complètement paumés. Et ils sont furieux qu'on les ait pas écoutés. L'évaluation de leur minorité est un moment très violent pour eux. Le résultat encore plus.
et qui se retrouvent à la rue. Donc ça, c'est vraiment très difficile. Donc ça, c'est le côté très négatif. Par contre, le côté positif, c'est que c'est des gamins qui ont une pêche extraordinaire. Franchement, nous, on est admiratifs quand on arrive à remonter, parce qu'on le fait, donc on voit individuellement chacun des jeunes, et on leur demande leur pays, par où ils sont venus. Ça, c'est le schéma de nos consultations. Depuis combien de temps tu es en France? Par où tu es passé pour venir? Qu'est-ce que tu as traversé comme pays? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait du mal sur le chemin? Comment s'est passée la traversée pour ceux qui sont venus en bateau? Est-ce que tu as fait naufrage? Avec qui tu es parti? Donc petit à petit, c'est un cheminement qui permet, ils s'ouvrent bien. Et puis nous, on a l'effet vieux docteur cheveux blancs, et donc ils ont confiance, et vraiment ils nous racontent tous leur histoire. Et donc, il y en a qui ont subi des violences, d'autres qui n'ont pas subi des violences. On arrive grosso modo à cerner ce pourquoi ils sont partis. Pour beaucoup, ils sont partis parce que ça n'allait pas dans leur pays. Hein. Il y a une question de rupture familiale, rupture d'école, difficultés. Ils sont ici pour un avenir meilleur, pour beaucoup. Une fois sur 10, ils sont là avec un récit d'asile, avec des gros récits de violence, et notamment ceux qui sont venus en avion, le Congo, Angola, mais aussi les filles d'Afrique de l'Ouest pour des problèmes de mariage forcé, menaces d'excision, de réexcision en vue du mariage. Les filles ont toutes subi des violences sexuelles, donc ça, voilà. Et ils nous racontent ça avec un abandon et une confiance absolument extraordinaire. Mais ce qu'on trouve, parce qu'on suit dans une autre association, on suit les majeurs, on trouve qu'ils ont un stress post-traumatique qui n'est pas du tout enquisté, qui a besoin d'être pris en charge, mais pas du tout. Ils n'ont pas besoin de neuroleptiques et de trucs comme ça. Ils ont besoin de soutien, d'accompagnement, de confiance, de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un. Voilà. Ce qui est difficile parce qu'ils sont quand même le campement, ils sont 250. Donc ça, c'est qu'on peut pas s'occuper individuellement de tous. Donc heureusement, il y a un certain nombre de militants, de bénévoles qui sont là. Donc ça aide. Mais c'est des jeunes qui ont une telle pêche, un tel besoin, envie d'aller à l'école, envie de travailler, envie de connaître la France, envie d'apprendre le français, envie de s'intégrer, qu'ils se sortent vite de leur état de détresse initiale. À partir de 2022, je dirais, les squats n'ont pas suffi. Et on a aussi aidé à l'installation de campements, on va dire ça comme ça. Des campements qui sont peut-être plus en autonomie que les squats. C'est-à-dire que les jeunes, on se donne des chefs, nous on fournit essentiellement les tentes, on essaye éventuellement de les aider à avoir de bonnes relations avec les voisins, pour que les voisins, et très souvent les voisins viennent aider en fait, en proposant des douches, en proposant des lessives, il y a des maraudes qui viennent apporter à manger, et bon, ça part aussi de la visibilisation et du soutien scolaire, ouais, des accompagnements divers et variés. Et puis, il y a eu 3 ou 4 campements depuis 2022. À chaque fois, ça se finit par la mairie qui met à l'abri les jeunes dans des gymnases. Et malheureusement, ça recommence immédiatement parce que la mairie met à l'abri, par exemple, 150 jeunes qui sont sur un campement, En fait, le truc, c'est que toutes les semaines, il y a une dizaine de jeunes qui sont mis dehors par le centre de mise à l'abri et d'évaluation parce que on estime la métropole estime qu'ils sont pas mineurs. Donc, il y a continuellement des jeunes qui arrivent et qui sont mis à la rue. Et quand on met 150 jeunes à l'abri, on va pas mettre ceux qui arrivent après cette mise à l'abri se retrouvent à nouveau dehors et donc on réinstalle un campement. Je sais pas si tu l'as dit, mais la plupart des jeunes, au bout de leur recours, ils sont reconnus mineurs, à peu près les 3/4. Ce qui fait que... Pendant longtemps, pendant longtemps, ça a été 80% des jeunes reconnus. Ouais, les filles, c'est 100%. Ouais. Donc beaucoup des jeunes, finalement, sont dans cette situation de recours à la rue. Ça dure quelques mois, bon, ça dure trop longtemps, mais au bout du compte, ils sont pris en charge par la protection de l'enfance, une fois qu'ils sont reconnus par la justice. Ce qui fait que aussi bien dans les squats que sur les campements, ça tourne tout le temps en fait. Il y a continuellement des jeunes qui sont reconnus, qui sont pris en charge, qui sortent du squat ou qui sortent du campement ou qui sortent du gymnase quand c'est la mairie qui a fait une mise à l'abri. Et donc le gymnase se vide petit à petit.
par ces jeunes parce que ces jeunes sont pris en charge et la mairie ne remplace pas les places dans les gymnases, ce qui fait que pendant que le gymnase se vide, un campement grossit ailleurs dans la ville. Et puis 6 mois, 1 an plus tard, à nouveau, la mairie démantèle ce nouveau campement, remet à l'abri et puis le processus recommence. Là, on en est à 3 ans comme ça. Moi, je suis donc à la fois chercheuse en sciences sociales et donc élue et maire du 1er arrondissement. Le 1er arrondissement de Lyon, c'est un territoire qui est particulier sur le plan des migrations, à la fois parce qu'il a une longue tradition d'accueil des populations migrantes sur la longue durée, et de mouvements sociaux et d'associations aussi qui sont implantées en solidarité avec les personnes migrantes, aussi bien la CIMAD que le réseau Éducation sans frontières, etc. Et il se trouve que c'est aussi sur cet arrondissement que s'est installé le centre d'évaluation pour les mineurs non accompagnés, qui est donc géré pour le compte de la métropole de Lyon par Forum Réfugiés. Donc la métropole de Lyon a compétence de département, compétence donc pour la protection de l'enfance, et a voulu faire appel à un opérateur qui connaisse les questions de migration pour faire cette évaluation des mineurs non accompagnés. Et donc tous les jeunes en migration qui arrivent sur la métropole de Lyon et qui demandent à intégrer l'aide sociale à l'enfance doivent passer par ce centre d'évaluation qui leur propose d'abord une mise à l'abri qui dure en moyenne une semaine à peu près, et qui donc va les héberger et proposer des entretiens socio-éducatifs pour essayer de déterminer si les jeunes sont véritablement mineurs et isolés et relèvent de la protection de l'enfance. Mais comme je l'indiquais, en fait, les 3/4 ne sont pas reconnus mineurs à l'issue de cette évaluation et donc reçoivent une fin de prise en charge, ce qui signifie qu'ils sont remis à la rue. Et donc, on a sur cet arrondissement tous les jours des jeunes qui sortent de ce centre d'évaluation avec un petit papier à la main et nulle part où aller. Donc ils sont en errance dans les rues, mais dans un arrondissement où j'ai indiqué qu'il y avait beaucoup de solidarité, donc on leur indique assez rapidement, voilà, tu peux aller à telle association qui va t'accompagner pour l'aide juridique, donc juste à côté du centre d'évaluation. Il y a une association qui fait cet accompagnement juridique pour aller voir un avocat, essayer d'avoir les papiers d'acte de naissance pour prouver la minorité, et déposer un dossier auprès du juge des enfants pour pouvoir faire reconnaître les droits, mais aussi aller auprès de l'académie pour pouvoir intégrer l'école, pour avoir un test d'évaluation de placement scolaire. Avoir accès à la santé également, donc ça a aussi un aspect très important. Beaucoup de jeunes arrivent avec des vraies problématiques de santé, y compris des maladies graves type hépatite qui doivent être prises en charge et soignées. Donc ça, c'est aussi un travail très important que font les associations. Donc il y a un réseau de solidarité très important, et ce sur quoi on a vraiment des difficultés, c'est l'hébergement. Et donc ce réseau de solidarité, il aide aussi à l'installation parfois dans des campements de fortune, parfois dans des bâtiments vacants, donc des occupations citoyennes de squat, qui permettent à ces jeunes aussi d'avoir un abri. Sur ce quartier, donc qui est Pente de la Croix-Rousse et le plateau de la Croix-Rousse, les Pentes c'est le 1er arrondissement, le plateau c'est le 4e. Il y a un squat très important qui a eu une importance historique, on va dire, qui a été l'ancien collège Maurice Sèvres. Donc c'était un collège, c'est pas totalement anodin, qui était désaffecté, et donc les collectifs collectifs citoyens ont aidé ces jeunes à occuper les lieux pour s'y mettre à l'abri, et ça, c'est un lieu qui a pris une certaine ampleur avec un nombre important de personnes qui étaient hébergées. Au départ, beaucoup de mineurs, mais pas uniquement. Et en 2020, ce lieu devait être évacué
pour réaliser un projet de construction de logements sociaux sur la parcelle. Mais voilà, nous étions plusieurs nouveaux élus à avoir été impliqués aussi en solidarité et à ne pas vouloir d'une évacuation qui mette tout simplement les personnes à la rue. Donc ça a été un travail important avec la métropole et avec la préfecture pour trouver des solutions adaptées aux différentes personnes, celles qui étaient en demande d'asile, qu'elles puissent avoir accès à un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Et donc pour ceux qui étaient en recours, j'ai indiqué tout à l'heure, dans cette zone grise, rien n'existait. Et donc ça a été de créer un dispositif ad hoc pour les jeunes en recours, qui s'appelait La Station parce que c'était le nom du centre d'hébergement que la métropole a créé avec une association spécialiste de l'accompagnement des personnes sans abri, le MA, et qui comptait au départ 50 places. Comme ça fonctionnait bien, c'est-à-dire que ça permettait d'accompagner de façon digne, de façon aussi efficace ces jeunes, puisque ils obtenaient au fil de leur accompagnement une reconnaissance de minorité par le juge des enfants, mais aussi un accès à l'école, à la formation professionnelle, apprentissage du français, accès à la santé, etc. Donc ça fonctionnait bien. Donc il y avait d'autres besoins, on voyait d'autres jeunes qui arrivaient, qui se retrouvaient en campement, en squat, etc. Donc ce dispositif a été étendu à 105 places, y compris des places aussi pour les jeunes filles, ce qui était très important. Donc on a ce dispositif-là à Lyon qui est, je pense, on peut être vraiment, je pense qu'il faut le dire, on peut être vraiment fier parce qu'il n'en existe pas d'autres en France. Il y a un dispositif de 35 places à ma connaissance à Paris et ailleurs, ce sont des dispositifs un peu bricolés, notamment beaucoup avec la solidarité citoyenne. Et moi, je pense que ce dispositif-là qui existe à Lyon, il devrait vraiment faire école ailleurs en France. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de laisser des jeunes, même si on ne sait pas exactement quel est leur âge, s'ils ont 21 ans, 17, finalement peu importe, on ne peut pas laisser ces jeunes dans une situation indigne, alors même qu'ils n'ont besoin que d'un accompagnement social pendant une durée assez limitée. Il y a un turnover important parce que soit ils sont reconnus mineurs, soit ensuite ils intègrent une formation, parfois avec un internat dans un lycée ou dans un centre de formation en alternance, etc. Donc il y a aussi une dynamique qui est très forte, très vertueuse pour les territoires. Et donc c'est un dispositif qui est vraiment intéressant. Moi je pense qu'il devrait faire école ailleurs en France. Et malheureusement, ce qu'on retient sur Lyon, c'est que il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant parce que on a encore, malgré ce dispositif-là, plusieurs centaines de jeunes qui se retrouvent, qui restent sans solution et en attente de pouvoir intégrer ce dispositif. Donc on a eu vraiment des situations très difficiles et on en a encore de campements dans des squares par exemple. Donc il y en a eu dans le 7e arrondissement. Donc la ville de Lyon a ouvert un centre d'hébergement temporaire pour permettre la mise à l'abri de ces jeunes. On en a actuellement 280 dans un jardin public du 1er arrondissement pour lesquels on n'a pas de perspective à ce jour parce que si on voulait les héberger en gymnase, il faudrait mobiliser au moins 3 gymnases. C'est à la fois impactant en termes d'équipement public, mais aussi coûteux. Et sur les finances de la ville, pour l'instant, on n'a pas les leviers pour le faire. Donc, pour nous, c'est vraiment une situation qui est très difficile et qui est d'autant plus difficile qu'on n'a pas de perspective de le débloquer avec la préfecture qui estime malheureusement que ce ne sont pas des publics prioritaires. Et moi, j'essaye de plaider pour une vision aussi positive de cette aide, parce que ce n'est pas uniquement une aide pour des jeunes vulnérables, on doit le faire pour cette raison.
mais c'est aussi une aide qui est dans notre intérêt collectif, dans la mesure où, je l'indiquais, ce sont des jeunes qui apportent énormément au territoire, pour lesquels moi j'ai des retours de la part des lycées professionnels où ils sont scolarisés, où les enseignants, les personnels sont très enthousiastes parce qu'ils apportent une belle énergie, une belle volonté qui est aussi dynamisante pour l'ensemble du groupe. Et ça, je pense que ça peut être davantage valorisé pour l'ensemble du territoire et l'ensemble de la société. La période depuis les années 2010 jusqu'à aujourd'hui l'a bien montré, c'est-à-dire que la défaillance de l'État du point de vue de l'accueil a provoqué à la fois cette réélaboration d'une pensée de l'hospitalité et des actions très pratiques. On avait compté dans ce groupe de recherche Babel qui s'était un peu occupé de ces mouvements citoyens d'aide aux migrants. On avait compté que 500 associations s'étaient formées depuis 2015 jusqu'en 2020 pour venir en aide aux migrants. Des collectifs, alors les collectifs, les groupes Facebook et autres collectifs qui se sont formés, on arrive à un nombre considérable, toujours très local ou en réseau, trouvant leur efficacité justement dans un usage tout à fait intéressant, donc des réseaux Internet. C'est ce que moi j'appelle l'hospitalité communale, c'est-à-dire on met en commun, mais dans un commun qu'on connaît, c'est-à-dire on élargit son monde familier, on l'élargit suffisamment pour être en mesure de recréer cette relation à l'autre que le niveau de l'État refuse de créer en étant incapable de le faire, en étant bloqué dans ces injonctions de pureté de la nation, de pureté de la culture ou de pureté de la race même. Et donc la solution de ce point de vue-là, mais aussi du point de vue de la possibilité d'une cosmopolitique, c'est-à-dire c'est au sein des sociétés et les sociétés les unes avec les autres. Et quand on voit comment on est capable de s'ouvrir à un niveau micro-local parfois, eh bien le pas qui est fait dans l'ouverture, eh ben c'est fait avec des gens qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique latine, c'est-à-dire qu'on s'ouvre à d'autres sociétés d'une certaine façon. Et donc les sociétés s'ouvrent déjà, alors que les politiques referment. Ouais, du coup, notre revendication principale, nous, c'est la présomption de minorité, c'est-à-dire que le jeune soit présumé mineur jusqu'à ce qu'il y ait une décision de justice, puisque le premier refus, c'est une décision administrative, en fait. Et il fait un recours, donc ce qu'on demande, c'est soit la présomption de minorité, soit que le recours soit suspensif, mais en tout cas, il soit protégé jusqu'à ce qu'il voit le juge. Évidemment, c'est pas nous qui avons inventé cette idée-là, c'est dans le droit international, en fait, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Ça a été rappelé par l'ONU, il y a une décision de 2023 qui demande à la France, qui donne 6 mois à la France pour prendre des mesures, parce qu'ils constatent que cette présomption de minorité, elle n'est pas du tout respectée en France. Il y a la défenseur des droits qui défend ça depuis des années. Là, tout récemment, il y a un avis du Conseil national consultatif des droits de l'homme qui redit encore la même chose. Et encore avant, il y avait eu la commission d'enquête parlementaire. Ah oui. Non, la commission d'enquête parlementaire sur la protection de l'enfance, dont la recommandation de mémoire numéro 47 demande de l'application de la présomption de minorité pour les MNA, pour les mineurs non accompagnés. Ouais. C'est-à-dire que bon, il y a tout un plaidoyer en fait qui est déjà très bien développé sur ce principe qui n'est pas respecté et qui n'est pas explicitement dans la loi française en fait. Mais sauf que la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant depuis plus de 30 ans. Je m'appelle Sidney Gauthier, je suis psychologue, responsable d'une unité transculturelle de l'enfant et de l'adolescent. Et j'ai commencé ma carrière et j'ai commencé aussi mes études, enfin plutôt mes recherches sur France, donc avant de rejoindre la Suisse et le canton de Vaud. Et lorsqu'en 2017, j'ai réalisé une première étude, il m'est apparu de manière extrêmement donc évidente, j'ai pu mettre un mot sur ce que je vivais en tant que clinicien, en tant que psychologue dans le quotidien avec ces jeunes-là,
qui est le paradoxe de l'accueil. Autrement dit, cette capacité que ces jeunes ont à se conformer à nos exigences, à nos attentes d'intégration, d'apprentissage, avec des performances scolaires qui sont très bonnes, des comportements prosociaux, donc vraiment aptes à s'intégrer aux autres et à bien relationner avec les autres, et en même temps en étant porteurs de souffrance. Ce paradoxe de l'accueil, en fait, c'est une manière de dire que il y a beaucoup de pressions qui leur sont faites, beaucoup de pressions qui viennent de la société, quelquefois aussi des pressions qui viennent des familles qui sont restées au pays, des pressions que eux-mêmes se mettent en tant que mineurs, en tant que grands adolescents pour dire si je suis ici, c'est pour faire quelque chose. Si je suis ici et que j'ai quitté tant de choses qui m'étaient précieuses, c'est pour réussir. Donc il y a tout un ensemble de facteurs qui vont jouer les uns avec les autres pour, au fond, créer un peu une forme de contrainte de se dire ici je dois bien faire, je dois réussir. Ce je dois va les encourager à s'adapter. Et le paradoxe de l'accueil, c'est qu'effectivement on va les pousser à s'intégrer, les pousser à s'adapter, mais avec un message contradictoire. Le message contradictoire, c'est en tant que mineur, tu es protégé, ça c'est les lois donc européennes, mais en tant que majeur, on ne sait jamais ce qu'il adviendra de toi. En France, c'est la question du titre de séjour. En Suisse, ça va être la question du permis. Autrement dit, il y a un mélange de sécurité et d'insécurité. Je te protège aujourd'hui, mais je ne prends aucune garantie pour demain. Je ne t'assure rien pour demain de ce qui va se passer. Et ce paradoxe-là, au fond, augmente la pression donc adaptative, puisque pour s'assurer d'un meilleur destin ici, de la possibilité de rester, je dois me conformer au mieux. Si je commence à aller mal, peut-être qu'à 18 ans, on va me dire « tu n'as plus ta place ici parce qu'au fond, on ne te garantit rien ». Donc c'est une manière, au fond, de créer une pression à l'intérieur d'un discours qui dit « mais on te sécurise ». Mais non, on te sécurise, c'est vrai pour un bout, mais en même temps qu'on te sécurise, on t'insécurise aussi. Donc c'est ça le paradoxe de l'accueil, c'est on te protège et en même temps on t'expose au risque de reconduite à la frontière si ça ne se passe pas comme on le souhaite, si tu ne joues pas entièrement le jeu. Parce qu'à 18 ans, tu n'as plus de loi qui te protège de la même manière que quand tu es mineur. Le temps d'attente pour ces jeunes et le moment où ils sont reconnus mineurs par le juge a des conséquences. Les conséquences, c'est selon l'âge auquel ils sont reconnus mineurs, ils ont des droits qui changent, des droits dans leur accompagnement, par exemple. Ça change, c'est pas fixé, mais à ma connaissance, la MEOMI, donc l'organisme qui s'occupe d'eux, qui est responsable d'eux lorsqu'ils sont reconnus mineurs, de la métropole, autorise et accompagne des signatures d'apprentissage, mais il y a plein de conditions, notamment que ça soit signé avant 17 ans et demi, il faut qu'il soit placé jusqu'à majorité, il faut qu'il puisse y avoir eu en amont l'ouverture de droits type CMU, l'ouverture d'un compte bancaire, ce genre de choses qui demandent du travail de la part des éducateurs et des travailleurs sociaux. Donc si les jeunes sont reconnus tard, par exemple après 17 ans, ce travail forcément est très contraint et il se réduit à peau de chagrin. Donc en fait les possibilités des jeunes se restreignent. Ces possibilités-là de partir en apprentissage ou de commencer une scolarité ou de qualifiante ouvrent aussi des droits et en fait sont des obligations pour les jeunes. Quand ils ont été reconnus après 16 ans, il faut que à 18 ans, au moment de leur rendez-vous de régularisation, ils puissent justifier de 6 mois de formation qualifiante et professionnalisante. Mais pour accéder à ce type de formation, que ce soit par l'alternance ou par voie scolaire, il faut un accompagnement. Et il faut aussi des conditions de vie, parce qu'on demande aussi à ces jeunes qu'ils soient performants, qu'ils puissent avoir un cursus scolaire continu, en bonne voie vers la diplomation. Toutes ces choses-là, elles sont regardées par la préfecture. Comment vous inscrivez en réussite, en bonne voie vers la diplomation, en vivant sous une tente? C'est très compliqué pour eux. Donc, voilà, le moment où ils sont pris en charge impacte en fait leurs droits à venir. Le temps de prise en charge avant leurs 18 ans impacte leurs droits à venir. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte parce que derrière, en fait, les conséquences, elles sont importantes.
Alors moi, je m'appelle Pauline, je suis infirmière et j'ai une expérience en psychiatrie depuis environ 6 ans. On faisait toutes les deux partie de l'équipe de mobile en santé mentale de la Fondation OVE, qui a fermé au mois de juin et qui avait été ouverte en 2022. Et du coup, il y a une nouvelle équipe qui a été cette fois-ci rattachée au Vinatier, qui a ouvert mi-septembre, et on est la passe mobile MNA. Donc notre dispositif, on fait de l'accompagnement psychosocial auprès des jeunes migrants de Lyon, c'est-à-dire qu'on prend en compte la situation dans son ensemble, à la fois dans l'analyse, mais aussi dans ce qu'on propose dans l'accompagnement. On fait des permanences sur des lieux de vie et des lieux repérés, donc c'est-à-dire des campements, des lieux associatifs, des squats, afin de prendre des nouvelles et de les rencontrer régulièrement. Et on fait des entretiens en binôme avec les jeunes qui nous ont été signalés ou qu'on a repérés nous-mêmes, et on cherche avec eux des solutions pour diminuer leurs symptômes et améliorer leur bien-être. Dans les solutions qu'on propose, on fait de l'écoute confidentielle, à leur rythme, sans injonction au récit et toujours en libre adhésion. On leur impose jamais de nous raconter leur histoire, leur passé. On est toujours disponible pour répondre aux questions, pour expliquer des procédures qui peuvent être parfois compliquées à comprendre et qui peuvent être du coup source de beaucoup de stress. Eh bien, moi je m'appelle Lucille, je suis éducatrice spécialisée. J'ai de l'expérience depuis quelques années auprès du public exilé, que ça soit des mineurs, des majeurs. Donc nous, le public qu'on accompagne principalement, c'est des mineurs non accompagnés qui sont pas encore reconnus par le juge des enfants, qui ont été refusés par la première évaluation, et donc qui sont dans un entre-deux où ils n'ont pas accès au dispositif prévu par l'État pour les mineurs, mais ils n'ont pas non plus accès au dispositif des majeurs. Donc ils se retrouvent dans une situation qui est vraiment précaire. Et ils se retrouvent à déménager de nombreuses fois, à changer de personnes qui les entourent de nombreuses fois, parce que nous on les rencontre à Lyon, mais on sait pas par où ils sont passés avant. Ils ont un trajet migratoire qui est souvent long. Et quand on a monté l'équipe il y a 3 ans et demi, un des enjeux qu'on avait très vite repéré, c'était de pouvoir incarner un peu un fil rouge dans l'accompagnement pour éviter une énième rupture, notamment au regard des soins en santé mentale, parce que c'est des jeunes qui ont été très exposés à plein d'événements qui peuvent faire qu'aujourd'hui ils sont très vulnérables. Alors ça veut pas dire qu'ils ont tous besoin d'être suivis par des psychiatres ou des psychologues, mais c'est un public qui peut en avoir besoin et qui n'y a pas beaucoup accès. Et c'était pour ça que l'équipe au départ a été créée, pour éviter qu'il y ait des troubles qui s'aggravent, qui se cristallisent, et donc pour nous, là où on voit un sens dans notre travail, c'est d'être vraiment là de manière précoce, et de pouvoir leur montrer que les soins en santé mentale, ça peut leur faire du bien, que c'est pas pour les fous, c'est pas que discuter ça peut les aider, et donc c'est pour ça qu'on a cette démarche en aller vers, et qu'on leur laisse la possibilité d'arrêter et de reprendre le suivi. On a une certaine souplesse que tous les services de soins n'ont pas, ou même que tous les services d'accompagnement n'ont pas, qui est la veille. Donc en fait, un jeune, s'il a plus envie de nous voir pour le moment parce que pour l'instant ça va, on lui dit toujours qu'il a notre numéro et qu'il n'hésite pas à nous recontacter si à un moment donné ça va pas. Et on s'est rendu compte sur les dernières années que c'est des choses qui arrivent souvent. Alors qu'un jeune, par exemple, qu'on rencontre pendant sa période de recours, il nous rappelle quelques mois après qu'il ait été pris en charge, parce qu'en fait, finalement, il y a eu une rechute un peu du moral, et donc dans ce cas-là, on remet en place ce qu'on peut mettre en place. On a des turnovers assez importants sur les équipes
parce que c'est souvent des services assez récents, donc c'est à construire, ce qui n'est pas rien quand soit on est jeune diplômé, soit pas formé, parce qu'on dépend de la protection de l'enfance qui est quand même hyper réglé, hyper cadré, mais en fait on ouvre des services un peu du jour au lendemain, en balançant des jeunes pros ou des personnes qui ont peu d'expérience. Ce qui implique que ceux qui en ont un peu plus doivent porter beaucoup de choses, alors que c'est pas forcément notre rôle. Notre rôle, c'est d'accompagner les jeunes au quotidien, c'est déjà beaucoup. Donc on nous demande en fait d'avoir beaucoup de casquettes avec peu de moyens humains et financiers. Ce qui fait qu'on voit les équipes se dégrader, voir des gens partir en arrêt, partir du jour au lendemain. Ça a un impact forcément sur les équipes, mais aussi sur les jeunes qui comprennent pas pourquoi on disparaît un peu du jour au lendemain, pourquoi mon éduc il est pas là depuis 6 mois, je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire il est en arrêt maladie depuis 6 mois. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure on s'essouffle, on voit plus forcément pourquoi on est là, on comprend plus pourquoi on est là. C'est quand même une répétition, souvent avec... tous les jeunes sont différents, toutes les situations sont différentes, mais en fait on nous demande de les faire rentrer dans des cases, ce qui fait qu'en fait on court tout le temps après un espèce de sentiment de... Je le fais rentrer dans une case, je l'amène jusqu'à ses 18 ans, je l'accompagne jusqu'à ses 18 ans. À Lyon, du coup, via les contrats jeunes majeurs, on les envoie ensuite sur des services majeurs, et puis on recommence avec d'autres. Et au fur et à mesure du temps, on voit aussi que les jeunes sont de plus en plus dans la rue avant d'arriver chez nous, en structure d'accueil. Donc ils ont un impact, en plus du trajet, un impact de tout ce qu'ils ont vécu dans la rue. Des conditions météo, des conditions de stress importants, ce qui fait qu'on a encore plus de choses à traiter avec eux en moins de temps, notamment sur la santé mentale, qui est un gros sujet en ce moment, parce qu'ils sont tous très 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 abîmés par ce qu'ils ont vécu ici, par le rejet des institutions. Et on n'a pas de moyens de les accompagner sur les structures, mais aussi via des partenariats, on en a très peu. Il y a des délais très longs et le fait que ça soit un public qui vient de l'étranger, c'est compliqué aussi de trouver des gens qui s'intéressent plus à cette question, des professionnels qui s'intéressent à cette question, qui ont les moyens d'avoir parfois des interprètes ou de comprendre aussi... les différences culturelles entre des jeunes qui ont grandi en France et des jeunes qui ont grandi dans un autre pays. Ce qui fait que sur l'aspect psy, on voit la dégradation qui s'accélère, je trouve, de plus en plus. Le collectif Soutien Migrants Croix-Rouge, c'est des bénévoles. Donc en un nombre quand même pas très important. On agit avec d'autres structures associatives sur le territoire lyonnais, comme l'AMI, le collectif AMI, qui accompagne les jeunes sur un plan juridique pour leur recours. Il y a aussi un gros travail qui est fait par des équipes de médecins et de soignants qui a lieu donc dans les locaux du Secours populaire et qui est entre autres organisé par le MEDA. On peut dire ça ? Ouais, je suis pas sûr. Non. C'est les mêmes médecins qu'au MEDA. Et qu'on appelle les journées santé du Secours populaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un accompagnement quand même assez global des jeunes, parce que y a un tissu associatif qui est solide, avec chacun des compétences et on va dire un champ d'intervention plutôt bien défini. Et qu'on se connaît en fait, puisque ces structures elles sont poreuses, en fait beaucoup de soutiens sont dans plusieurs structures, donc ça fait aussi je pense la force du tissu associatif local et de l'accompagnement qui est proposé aux jeunes.
Néanmoins, on rencontre quand même beaucoup de difficultés parce que aujourd'hui, la situation, la situation, elle est inédite. On s'est jamais trouvé face à un campement qui perdure aujourd'hui de plus de 250 jeunes, supposément environ, quoi. Et ça, c'est très très compliqué à accompagner. Et c'est pas satisfaisant non plus. Parce qu'on se retrouve dans une situation où les jeunes, ils sont dans la rue, ils sont en grande détresse. Donc, on va dire une grosse partie de l'énergie collective tend vers l'accompagnement de ces jeunes, en même temps pour leur apporter quoi? Sinon une espèce de présence quotidienne qui est très important, hein. C'est très important de passer du temps, d'être présent, parce que ça joue beaucoup sur le fait que les jeunes tiennent. Parce que Médecins du Monde vous dira, hein, ils sont tous en stress, ils ont tous des symptômes de stress post-traumatique et puis de stress liés à leurs conditions de vie en fait, à l'abandon, à la déshumanisation, pas simplement aux difficultés physiques, à ce que ça veut dire de se retrouver en France, à la rue, après le voyage qu'ils ont traversé, avec toutes leurs ambitions, leurs espoirs, leur fragilité. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Le rôle des collectifs à Lyon, pour moi, il est extrêmement important parce que ils sont à la base de l'accompagnement de la majorité, voire la plupart des jeunes maintenant, puisque c'est à Lyon, on garde en ce moment plus que les jeunes qui ont un lien déjà créé sur la métropole, c'est-à-dire que tous les autres sont envoyés dans d'autres départements. S'ils arrivent et qu'ils sont directement évalués mineurs, on les envoie dans un autre département. S'ils arrivent et qu'ils passent en recours, donc accompagnés par les collectifs, et que finalement ils n'ont pas d'école entre-temps, en ce moment on voit qu'ils aussi ils sont envoyés dans d'autres départements. Donc pour moi, ils sont à la base de l'accompagnement de tous les jeunes qu'on rencontre sur les structures. Ils font un travail... pour moi, ils font un travail déjà, ils ne sont pas que bénévoles, même s'ils ne sont pas payés, parce qu'ils vont accompagner les jeunes sur des aspects qui sont censés relever de l'éducatif et de l'éducation spécialisée, des personnes qui sont en structure normalement, sur la santé, sur l'école, sur les accompagner dans leurs démarches administratives, dans les démarches en plus en ce moment encore plus sur les papiers, puisque désormais c'est à eux de faire les démarches pour faire légaliser les documents avant que les documents passent à la police aux frontières. C'était tout un pan qu'on faisait avant, les éducateurs, qu'on fait encore un petit peu, mais en fait ça a déjà été entamé vraiment par les collectifs et les bénévoles. Et pour moi, s'ils ne sont pas là, déjà tous ces jeunes seront livrés à eux-mêmes, seront pas amenés à pouvoir faire leur recours correctement, et seront, je pense, dans une situation encore plus critique. Je pense que sans les bénévoles, on perd une grosse majorité des jeunes, et ils sont amenés à être exposés à tout ce qui se passe dans la rue, en fait. On le voit certains jeunes se font très vite happer par la rue, par les trafics, en tout genre. Mais je pense qu'il y en aurait beaucoup plus s'il n'y avait pas des bénévoles qui les entouraient au quotidien. Oui, quand je présente mon travail, je dis que j'accompagne des jeunes qui ont quitté leur pays et qui se retrouvent ici dans des situations administratives qui sont complexes et où ils sont très isolés et que en fait là, ils sont uniquement accompagnés par des collectifs bénévoles qui font un travail monstrueux, mais qui portent beaucoup, et du coup moi je vois vraiment un sens à ce qu'il y ait un peu de professionnels social, médico-social qui interviennent sur ces lieux-là, et que la charge d'accompagner en santé mentale, c'est quand même très particulier, et on peut pas exiger ça de personnes qui sont bénévoles, qui vont rentrer chez eux le soir sans avoir tous les dispositifs et le soutien que nous on a en tant que professionnels, qui n'ont pas d'analyse de la pratique, qui n'ont pas la formation non plus. Donc c'est
je trouve que ça a du sens de travailler avec eux, parce que c'est eux qui les voient au quotidien et qui les connaissent très bien. Mais de pouvoir les soulager sur ce sujet-là, je trouve que ça fait du sens en tout cas. J'ai parlé de plusieurs dispositifs et de plusieurs acteurs, puisque donc il y a la métropole qui intervient, Forum Réfugiés qui fait l'évaluation, il y a des associations, il y a aussi les permanences d'accès aux soins pour la santé, il y a le rectorat, tout ça, ça fait beaucoup d'acteurs, le juge des enfants, ça fait beaucoup d'interlocuteurs, et c'est assez difficile de s'y repérer. À la fois pour les acteurs eux-mêmes, les personnes qui s'impliquent dans l'accompagnement, et bien sûr pour les jeunes, parce qu'on a des millefeuilles d'institutions qui sont amenées à intervenir dans leur parcours. Et finalement, c'est aussi assez insécurisant, d'autant plus que on a un turnover important dans les travailleurs sociaux. Ce sont des métiers qui sont difficiles, c'est épuisant en fait d'être face à des jeunes dans une grande détresse, et surtout quand on n'a pas les leviers pour les aider, c'est extrêmement éprouvant. Et donc on a pas mal de changements de personnes, et pour les jeunes, ça crée une très forte instabilité. Enfin, c'est surtout les enjeux administratifs qui sont source de frustration et d'impuissance chez les professionnels, j'ai l'impression. Là où sur la santé mentale, on a quand même des leviers, que ça soit en direct dans des temps d'écoute qu'on peut dédier, ou que ça soit sur des orientations qu'on arrive mine de rien toujours à mener. Sur ça, on a quand même pas mal de pouvoir d'action, et c'est sûrement pour ça qu'on n'est pas encore complètement essoré. Par contre, là où c'est compliqué, c'est que, on s'en parlait il n'y a pas très longtemps, que c'était plus dur parce qu'on avait l'impression qu'il y avait de moins en moins de choses qui étaient mises en place pour les mettre à l'abri, et que autant il y a quelques années, on pouvait leur dire mais vous inquiétez pas. Là, l'hiver arrive bientôt, vous allez être mis à l'abri, il va y avoir des gymnases ou des choses comme ça. Là, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va être mis en place. Déjà l'année dernière, ceux qui ont été mis à l'abri, c'était fin janvier. Donc l'hiver avait déjà eu le temps de faire son effet. C'est plus dans le côté avoir de l'espoir pour eux, où là c'est de plus en plus difficile, parce qu'on sent que tout se durcit, que tout se rallonge, que toutes les procédures elles sont rallongées, donc on peut même pas leur dire bon bah t'as plus que tant de mois à tenir comme avant. Maintenant on sait que les papiers vont être vérifiés, donc ça va mettre plus de temps, la mise à l'abri elle va être plus longue parce qu'il y a moins de squats, plus de gens en campement. Les jeunes qui sont à la station ils restent plus longtemps parce que les procédures sont rallongées, donc ça fait que les jeunes d'avant ils peuvent moins venir. Ouais, c'est plus sur la confiance dans l'avenir pour eux, on a du mal à en avoir sincèrement, quoi. On en a forcément un peu, on essaye de justement les porter là-dessus, parce qu'on sait que eux, c'est leur grande source d'inquiétude, c'est qu'est-ce que je vais devenir, quand est-ce que je vais sortir de cette situation pourrie, et on leur ment pas, donc on peut pas leur dire t'inquiète pas, bientôt tu vas être mis à l'abri. Mais du coup, on peut plus le dire, donc ça empêche quand même pas mal de projections positives pour eux et pour nous. Je pense que dans le champ du travail social, les gros problèmes par rapport à ces mineurs, c'est aussi la souffrance des professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se trouvent dans des situations de double bind. Vous voyez, des double bind. Donc, des professionnels qui ne savent pas, à un moment donné, comment agir, puisque tout est fermé. Lorsque tout est fermé, et donc, ce sont les professionnels eux-mêmes qui sont en souffrance, plus que les mineurs non accompagnés eux-mêmes. Il me semble que ces jeunes sont toujours en fait assez invisibles, très mal perçus au niveau de la société quand on aborde un petit peu leur situation. Il y a des amalgames qui sont terribles et qui jouent en leur défaveur.
Je trouve que ce qu'on leur donne à vivre est totalement inhumain dans les délais, dans la manière de les considérer. Et c'est très compliqué, et d'où la création de notre accueil pour qu'ils aient un lieu dans lequel ils puissent se sentir accueillis en confiance, de manière à se reconstruire, à se remettre debout, à se remettre en route, avec confiance. Parce que moi, ma crainte, c'est d'avoir des jeunes autrement qui vont être très rancuniers vis-à-vis de la société française. Et moi, il me semble que d'ici quelques années, ça pourrait être compliqué. D'où l'importance de les accueillir avec dignité, humanité. On a eu vers 2022, il me semble, l'envie un peu d'avoir des infos sur ce qui se passait dans les autres départements, puisqu'on avait l'intuition, on va dire, que c'était très différent en fait pour chaque département. Ce qui est un peu la part aussi on en a peut-être pas trop parlé, mais de loterie que subissent en fait ces jeunes sur tout leur parcours avant d'être connus. C'est que effectivement, les pratiques de chaque département qui ont la compétence de la protection de l'enfance sont très différentes. Et du coup, on a monté une coordination nationale parce qu'on avait pas mal de contacts sur plusieurs départements, une coordination de plusieurs collectifs comme nous, notamment avec Marseille, Paris, Lille, des grosses villes, où il y a des collectifs qui fonctionnent vraiment un peu comme nous, en ouvrant des squats et en accompagnant des mineurs en recours. Et déjà, c'était l'idée de faire un peu un plaidoyer national. On a commencé par publier une tribune en fait ensemble. Et puis là, pour la deuxième année, cette année, on vient de finir un recensement. L'idée étant de demander à tous les collectifs, plus de collectifs possibles sur la France métropolitaine, combien ils suivaient de mineurs en recours à une date donnée. Parce qu'on sait que les jeunes peuvent se déplacer, on ne voulait pas compter plusieurs fois le même jeune. L'an dernier, on est arrivé comme ça à avoir des réponses sur 80 départements, sur la France métropolitaine, et on arrive à un chiffre de 3500 jeunes. Là, on vient de finir cette année, et a priori, on trouve à peu près la même chose. Plutôt un petit peu moins, et puis ce que je disais, beaucoup plus de filles. Ce qui fait à la fois vraiment très peu en fait à l'échelle de la France. L'idée qu'il y a 3500 jeunes à assister, à mettre à l'abri sur un pays de 65 millions d'habitants, c'est rien du tout. Et puis en même temps, c'est énorme d'avoir d'imaginer qu'on a 3500 enfants des rues en France. Alors moi, ce que je dirais, c'est que déjà ces jeunes, ils sont là, ils ont choisi de venir. Pas pour tous, mais pour la plupart, ils ont choisi de venir et ils ont une énergie qui est une chance pour la France. Donc il faut vraiment qu'on saisisse cette énergie parce qu'ils ont envie de bosser, ils sont prêts à faire beaucoup de boulot que les Français veulent pas faire. Maintenant, nous on a du recul maintenant, ils s'intègrent tous très bien à l'école, ils s'intègrent tous très bien au travail, et il faut vraiment qu'on profite de cette énergie vitale qu'ils ont. Si on regarde les choses de manière un peu plus large, ce qu'il faut se dire, c'est que ces jeunes, tout empêchés qu'ils sont, en fait, beaucoup vont rester et vont de toute façon s'intégrer, comme ils sont obligés pour la très 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 grande majorité de faire une formation professionnelle. Beaucoup vont dans le bâtiment, beaucoup. Donc en fait, c'est les futurs bâtisseurs de nos maisons, ça va être nos futurs aides-soignants, ça va être. Et il faut prendre ça en compte, je pense, sur la façon dont on les considère aujourd'hui, parce que sur le temps long, c'est la jeunesse qui va être les futurs métiers, comment on dit ça ? En tension ? Non. de première ligne, oui. dont on a besoin.